Bonjour, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. C'est en ce jour que Maurice Kamto s'est révélé à la majorité des Camerounais et conquis le cœur de ces derniers. Maurice Kamto, devant le Conseil constitutionnel, s'est adressé aux Camerounais. Et je vais vous poser cette question, pourquoi Maurice Kamto est allé devant le Conseil constitutionnel en 2018 en sachant déjà qu'il ne pouvait pas gagner? En sachant déjà que le Conseil constitutionnel est compromis et illégitime, en sachant que tous ses membres ont été nommés par M. D et tous ses membres ont fait partie du RDPC. Pourquoi Maurice Kamto accepte d'aller devant le Conseil constitutionnel, défendre sa victoire, alors qu'il savait d'office qu'il ne pouvait pas obtenir gain de cause? Si vous répondez à cette question, parce que derrière, après la vidéo, je vais vous donner une réponse à cette question. Si vous avez la réponse à cette question, alors vous avez compris la politique de Maurice Kamto, vous avez compris la vision de Maurice Kamto, vous avez compris où est-ce que Maurice Kamto est en train de nous amener. Bien sûr que certains bien-pensants du régime ont voulu diluer le message de Maurice Kamto parce que devant le Conseil constitutionnel, il a dit, je cite, s'il fallait passer un concours pour être boulot, moi aussi je vais le passer. Mais Maurice Kamto avait fait des telles déclarations, même avant sa campagne électorale de 2018, même pendant la campagne électorale dans toutes les régions de notre pays. Maurice Kamto avait fait cette déclaration dans le Grand Sud, dans le Grand Nord, partout où il était parti, même à l'Ouest. Il disait, c'est vrai que je ne parle pas la langue locale, mais je voudrais que vous m'acceptiez comme votre frère. Et si vous en doutez un tant soit peu, dites-moi quel concours je vais le passer pour que vous puissiez m'accepter comme votre frère. Donc c'était une façon pour lui d'exalter son amour pour ses compatriotes. Et Maurice Kamto avait fait cette déclaration partout, à Bibé, à Yokadouma, dans le Grand Sud, dans le Grand Nord. Il avait fait cela partout. Mais certains ont voulu interpréter, présenter des fausses pistes au peuple camerounais pour diviser davantage les Camerounais. Dire que Maurice Kamto est un tribaliste, alors qu'il n'y a pas d'effet pour étayer cela. Chers compatriotes, je vous laisse à présent plonger dans ce moment historique, ce moment qui a marqué l'histoire politique de notre pays, parce que c'est depuis ce jour-là que beaucoup de Camerounais se sont réveillés, beaucoup de Camerounais ont découvert Maurice Kamto et ils ont décidé de se battre à ses côtés. Et aujourd'hui, c'est comme si Maurice Kamto était devenu un gourou parce qu'il n'est plus jamais sorti du cœur des Camerounais, mais beaucoup oublient que c'est grâce à son projet de gouvernance. Parce que certains curieux sont allés maintenant chercher, ils ont cherché à découvrir qui est vraiment Maurice Kamto. En 2018, quand je parlais de Maurice Kamto, à mes amis, à ma famille, personne ne le connaissait. On disait, mais c'est qui? Bon, c'est vrai, Maurice Kamto était connu comme un universitaire parce que moi j'ai toujours rêvé être professeur, donc ça a été toujours mon rêve, il est toujours suivi. Même quand il entre dans la politique, je l'ai toujours suivi, c'est normal. Mais pour celui qui ne savait pas, qui ne connaissait pas Maurice Kamto, c'est évident qu'il ne pouvait pas tout d'un coup comme ça découvrir l'homme, parce qu'il entre dans l'arène politique pour faire la politique de manière active en 2012. Il démissionne en 2013 et il participe aux élections législatives et municipales. Donc, vous comprenez, chers compatriotes, que Maurice Kamto, durant tout ce moment, a été observé. Nous l'avons vu à l'étrier. Et certains sont entrés dans le train du changement. Mais Maurice Kamto, ce n'est pas qu'il a été reçu avoir ouvert tout d'un coup. Beaucoup de Camerounais l'ont observé de bout en bout. Aujourd'hui, quand les Camerounais disent que c'est seulement Maurice Kamto et rien que Maurice Kamto, et je crois que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au peuple camerounais. Nous ne devons pas connaître le genre de changement que le Gabon a connu, non. Nous devons connaître le genre de changement où nous connaissons avec qui nous cheminons. Et nous l'avons observé. Nous savons qu'il est capable, il n'est pas capable de faire certaines choses. Nous savons que c'est un monsieur d'une probité morale exceptionnelle. C'est un monsieur vrai. Et quand il dit des choses, cela se lit, même sur sa posture, même sur son visage. Vous pouvez voir que c'est un monsieur qui est dans la vérité. C'est un monsieur qui est sérieux. Il a été confronté à tout genre d'intempéries, à tout genre de difficultés. Vous connaissez qu'il y a toute barrière sur son chemin pour l'empêcher d'avancer. Mais Maurice Kamto n'a jamais jeté l'éponge. Il n'a pas cédé aux sirènes du régime et même de la France quand il a été approché
plusieurs fois pour accepter être le premier ministre de M. Biya ou bien pour prendre des valises d'argent parce qu'ils ont pensé que Maurice Kamto avait encore besoin d'argent. Non, chers compatriotes. Maurice Kamto, même quand il faisait partie du gouvernement, il a toujours refusé de recevoir les malais d'argent. Et même en 2008, quand le monsieur Biya changeait la constitution, modifiait la constitution pour s'éterniser au pouvoir, enlevant le verrou de limitation des mandats, ils avaient cherché à corrompre Maurice Kamto pour qu'il a sur les plateaux de télévision défendre M. Biya et dire combien cette disposition était pertinente et que c'était bien pour les Camerounais, que la constitution peut être changée pour la stabilité. Un monsieur s'est présenté avec un valise d'argent, a donné à Maurice Kamto. Maurice Kamto ne pouvait pas refuser de recevoir cela. Sinon, celui qui était venu avec pouvait aller dire que Maurice Kamto a reçu de l'argent alors qu'il n'en avait pas reçu. Maurice Kamto a récupéré l'argent, il allait verser dans la trésorerie nationale. Et on lui a laissé un reçu. On lui a délivré un reçu. C'est comme ça, Maurice Kamto. Et quand il faisait partie du gouvernement, on voulait lui donner une maison. Il a dit non, j'ai déjà ma maison. On voulait lui donner une voiture. Il dit que non, j'ai ma voiture que j'ai achetée en 2005. On voulait lui donner des bons de carburant, des milliers d'hectolitres de bons carburants. Il a dit, mais je vis à Yaoundé, est-ce que je cultive? Est-ce que je vais où? Mais vous avez vu, c'est pour ça que Maurice Kamto n'a jamais été. Les gens l'ont toujours regardé autrement dans nos régions. On a toujours dit que, mais qui est ce monsieur? Parce qu'il ne parvient pas à comprendre qu'un homme n'accepte pas être gourmand, qu'un homme n'accepte pas de détourner l'argent public ou bien d'en profiter des avantages alors que le peuple camerounais se meurt, le peuple camerounais est plongé dans la misère. Il ne parvient pas à comprendre que Maurice Kamto puisse refuser tous ces avantages-là. Et parce qu'ils sont habitués à prendre des millions d'hectolitres de carburant, à le rouler dans les voitures 80 millions. On a voulu donner la voiture à Maurice Kamto. Mais j'aime ma voiture. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas que j'aime ma maison. Je vis à Yaoundé. Vous voulez encore me donner une maison de service. Donc vous comprenez, chers compatriotes, que nous avons là un homme très sérieux, un homme par qui le Cameroun pourra finalement se libérer. Et cela va se passer en octobre prochain. Nous sommes à 5 mois des élections présidentielles. Je vous laisse à présent vous replonger dans l'histoire qui a été écrite par Maurice Kamto et par l'ensemble des Camerounais. À tout à l'heure. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil constitutionnel, mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun, dont suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun, dont je n'ai nul besoin de les citer ici. Certains auraient voulu, oh, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou,
Il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi boulot. Non, monsieur l'honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser que la pollution qui a enfumé et intoxiqué des mois durant la période d'avant la campagne et celle pendant la campagne, encore plus postérieurement à la campagne, étouffe notre cher et beau pays. Je ne vais pas m'excuser d'être Camerounais parce que je suis Camerounais. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biya Paul. Je confirme devant votre conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi et le dimanche j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir démissionné de son gouvernement, d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, monsieur le président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. D'abord parce que, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et que si ce président de la République aime, comme je le crois, son pays, il doit au fond de lui-même savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il n'a plus grand-chose à offrir à ce pays. Alors, il serait criminel pour ceux qui entonnent ces cantiques-là de faire croire qu'au Cameroun, il y a une seule personne pour conduire la destinée du Cameroun. Ce serait d'ailleurs dramatique, parce qu'alors je me demande, le jour où, comme nous tous, il sera rappelé, pour ceux qui croient à Dieu, ce qu'il adviendrait de notre pays. Honorables membres du Conseil constitutionnel, mes conseils vous ont exposé, munis de preuves irréfutables, les raisons pour lesquelles l'élection présidentielle du 7 octobre dernier doit être annulée, notamment dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord, du nord-est, ouest, du sud, du sud-ouest, ainsi que dans certaines autres localités. Au moment où m'échoit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant votre auguste juridiction, je regarde le faste de votre cour et j'espère contempler à l'issue de cette audience le lustre de votre décision. Mais en même temps, je ne puis m'empêcher de penser aux 25 millions de nos compatriotes qui, à cet instant même, ont le regard tourné vers le sommet de cette colline orgueilleuse où vous êtes appelés à écrire une page décisive de l'histoire nationale. Honorables membres du Conseil constitutionnel, lorsque le 8 octobre dernier, au lendemain du scrutin présidentiel de la veille, j'ai revendiqué la faveur des urnes. Je me fondais
sur les résultats sortis des bureaux de vote. Dans l'Adamawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tignière. Dans la ville de Ngaoundéré, l'abstention était très élevée. Dans le centre, j'ai remporté dans 4 des 7 arrondissements que compte la capitale, à savoir Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 6. À l'est, en dehors de la ville de Bertois, où j'étais en 2e position, tous mes représentants étaient chassés des bureaux de vote partout ailleurs. Dans l'extrême nord, aux environs de 22 heures, les informations du terrain m'avaient donné vainqueur dans les arrondissements de Touloum, Guidigis, Moulvoudaï et Tsiglao dans le Mayokani, Kalfou, Dachika, Vélé, Kaikai dans le Mayo Danaï. Dans le Diamaré, le RDPC a décidé de mettre hors des bureaux de vote par la force nombre de nos représentants jusqu'à 17h30, moins de 20% d'électeurs s'étaient déplacés pour voter. Dans le Mayo Saba, j'étais en tête après le décompte des voix dans le Mayo Tchanaga, malgré le fait d'une bande armée qui s'est emparée des bureaux de vote pour bourrer les urnes, des actes contre lesquels plusieurs de mes représentants ont été séquestrés à la gendarmerie pour avoir osé protester. J'ai talonné le candidat du RDPC après le dépouillement des votes. Dans le littoral, je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo. J'ai dit bien dans toutes les villes, dans la ville de Douala, et je venais en 3e position dans la Saraga maritime. Dans le nord, je gagnais largement dans les arrondissements de Mayo-Oulo, de Demsa et dans le département du Faro et d'Eo. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, comme mes avocats l'ont clairement montré. À l'ouest, dès 21h, nous avions tous les résultats, sauf le département du Noun, où nous gagnions partout avec une très large majorité dans la MIFI. Dans le sud, nous n'avons pu avoir aucun résultat, tous mes représentants ayant été exclus des bureaux de vote pour chasser comme des criminels, molestés sans aucun recours. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, on se penche sur la question du statut du représentant, du candidat ou d'un parti dans les bureaux de vote, car voilà des personnes qui sont la clé de vote dans notre système, mais qui ne jouissent d'aucune protection, qui peuvent être jetés dehors, emprisonnés, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune protection. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil, la victoire et la défaite sont les deux issues possibles d'une guerre, comme le succès et l'échec, celle de toute confrontation ou de toute compétition. Je n'ai jamais pensé qu'il m'était impossible de perdre l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Seulement, je me suis efforcé de mettre toutes les chances de mon côté, allant à la rencontre des populations camerounaises dans leur lieu de vie, au plus profond du pays. J'ai dû braver souvent les épreuves des routes impraticables et dangereuses pour les atteindre. J'ai partagé leur quotidien dans leurs habitations précaires, leurs repas sobers, leur manque d'eau potable, leurs habitations précaires, dis-je, leur non-accès à l'électricité qui plonge leur vie dans les ténèbres la nuit venue. Leur misère a bouleversé ma conscience. Partout, je leur ai dit ce qu'on allait faire ensemble pour mettre un terme à cette situation. Ces populations
ont réalisé que je peux me battre pour elles, souffrir avec elles. Et je me suis promis de ne faire l'économie d'aucune énergie au fond de moi, me disant que si au soir du 7 octobre, je n'étais pas choisi pour être le prochain président de la République de ce pays, j'aurais néanmoins donné au peuple camerounais toute ma foi et ma sincérité. Et ce peuple m'a compris et m'a donné majoritairement sa confiance. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceci n'est pas qu'un contentieux électoral. Il s'agit d'un contentieux historique entre un Cameroun aplati qui, depuis les origines, cherche à se redresser et le Cameroun de l'arrogance régnante, méprisant, sûr de son fait. Je tends l'oreille et j'entends les protestations qui parcourent le pays, y compris là où l'on a imposé aux urnes, avec une brutalité sans précédent, de dire qu'elles se sont exprimées à 100% en faveur du candidat Biya Paul. Ceci n'est pas qu'un contentieux constitutionnel, dis-je. Il s'agit aussi du contentieux d'un système électoral que vous ne pouvez pas laisser prospérer encore, parce qu'il mène à coup sûr notre pays tout droit vers la tragédie des règnes sans fin, aveugles sur leur propre épuisement et sourds aux cris de détresse d'un peuple essoré, à la dignité arrachée, qui désespère et qui demande: ne sommes-nous donc pas vos compatriotes? Pour la situation de guerre qu'il a laissé s'installer et prospérer dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le candidat président sortant, Biya Paul, n'a pas gagné et ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle du 7 octobre dernier dans un tel contexte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par le tribalisme orchestré par les services de l'État, qui instille la haine dans les veines de la société camerounaise pour détruire le vivre ensemble, la cohésion nationale et ultimement notre nation si fragile, sans que ne bronche le candidat président sortant, la preuve est faite que la volonté du candidat Biya Paul de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les prix et au-dessus de toutes choses, y compris du Cameroun même. Car je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que le Président de la République se taise devant ce déferlement de haine. Où allons-nous avec le repli identitaire? Qu'il se taise, parce que ça fait partie de sa fonction constitutionnelle de garant de l'unité du Cameroun et n'interpelle personne, ni de hautes personnalités de l'État qui se livrent à cet exercice dangereux pour notre pays, ni au service de l'État qui s'y prête. Je ne peux pas le comprendre. On comprend dans ces conditions que l'élection présidentielle du 7 octobre se soit transformée en un piteux spectacle de sauvagerie électorale, où ELECAM, les responsables du RDPC, l'administration, voire la justice et les forces de sécurité se sont surpassés pour voter à la place des électeurs. Et comme leur besogne n'était pas sans reproche, les informaticiens ont pris la relève pour se substituer aux urnes et ont réparti les voix et les pourcentages de vote suivant des prévisions de longue date, où il était décidé que le candidat
Biya-Paul devra être élu coûte que vaille, avec un score non inférieur à 70%. Ces données sont dans les lieux publics depuis de longs mois déjà. Je passe les faux sondages qui se couplent aux faux observateurs de Transparency International inventés pour la circonstance. Ce pourcentage dévolu aux vainqueurs que le RDPC vous demande de consacrer circule depuis plus d'1 an déjà. Jamais je n'avais imaginé qu'un candidat qui règne sur le pays sans partage depuis 36 ans prendrait le risque de la destruction de notre patrie pour se conserver au pouvoir. Si telle avait été ma conviction, croyez-moi, Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, je n'aurais pas fait acte de candidature. Parce que rien n'est plus cher à mes yeux que l'unité, la paix et le bonheur de notre pays et de notre peuple. Mais puisqu'ainsi cette élection a montré que jamais le régime en place depuis un demi-siècle n'acceptera que se déroule dans notre pays le jeu démocratique qui garantit une alternance pacifique au pouvoir, il s'impose à moi, et j'en suis sûr, à de nombreux autres compatriotes camerounais, l'impérieux et noble devoir de résistance à la spoliation perpétuelle de notre liberté et de notre droit légitime au libre choix de nos dirigeants. Madame et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, j'en appelle à vos consciences de mères et de pères, voire de grands-parents. Le moment est venu de donner une chance à nos enfants, voire nos petits-enfants, à la jeunesse camerounaise qui s'est exprimée massivement comme jamais avant lors de cette élection et qui a exprimé son désir profond d'avoir un nouveau président de la République. Ne tuez pas son rêve en cautionnant les fraudes massives et barbares, les exactions et les corruptions électorales sans précédent par lesquelles on veut étouffer sa voix. Vous pousseriez cette jeunesse à une plus grande désespérance qui fait toujours le lit de la désolation et du deuil. Le peuple camerounais est debout et nul ne le privera plus de la liberté pour laquelle nombre de fils et de filles de ce pays ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui, debout, et que la parole nous soit accordée. Le peuple camerounais est debout. Et comme je lui ai déclaré partout où je suis allé à sa rencontre, jamais je ne le trahirai. Ici et maintenant, je renouvelle mon engagement à me tenir à ses côtés jusqu'à ce que se lève le jour nouveau que cette terre des douleurs appelle depuis si longtemps. À ses côtés, je me suis engagé pour Manga, Bouba, Ndanga, Atangana, Njoya, Wamba, Ekoka, Esoka, Ndifor, Akbor, Bele, Mbezele, Amadou, Mamadou, Salifou. Mon combat est un combat pour les plus petits, ceux qu'on ne voit jamais, qui souffrent et se taisent et qui doivent maintenant venir à la lumière. Face à la tragédie qui se déroule dans les régions anglophones du pays, j'ai proposé inlassablement ce qui demeure à mes yeux la seule voie de sortie de cette crise. Un dialogue sincère et inclusif. L'on m'a accusé de complicité avec les sécessionnistes.
Tout au long de ma campagne électorale, j'ai tendu la main à chacun et à tous. Parce que je fais la politique sans haine aucune, ni le moindre désir de revanche. On m'a craché dessus en m'accusant d'arrogance. Lorsque sur la base des chiffres sortis des urnes dans les zones du pays où l'élection s'est déroulée de façon à peu près acceptable, le 7 octobre dernier, j'ai déclaré que j'avais eu la faveur des urnes, on m'a répondu par un discours de haine, méprisant et menaçant, parfois en me promettant le pire. L'inaptitude irrémédiable à l'ouverture, au dialogue, au respect d'autrui est, hélas, inscrite dans le patrimoine génétique de ce régime. Un écrivain a dit « Quand vous avez pour seul outil un marteau, pour vous, tout est un clou. Et donc, votre réflexe est de cogner. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas et qu'il ne m'entende pas. Il m'a éprouvé de différentes façons et m'a fait l'insigne honneur de m'investir comme son premier choix dans les urnes le 7 octobre dernier. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceux qui, depuis des années, clament, arrogants et méprisants, qu'après Biya, ce sera Biya, fourbissent les armes de guerre dans un complot macabre contre le peuple camerounais et la nation camerounaise. N'acceptez pas d'être l'instrument du passage forcé du candidat président sortant pour un 7e mandat. Ce serait un véritable désastre pour le Cameroun. Vous devez dissiper les nuages qui s'amoncellent à l'horizon de notre pays en prenant le courage de rendre la seule décision qui s'impose au regard des actes et comportements qui ont entaché irrémédiablement le scrutin du 7 octobre dans de nombreuses circonscriptions administratives du pays et notamment dans les 7 régions visées dans notre requête. À l'heure de votre verdict, la victoire sera celle de la justice qui apaise la victoire. Celle de votre haute et prestigieuse juridiction qui aura fait montre de courage, d'indépendance et de patriotisme. Celle du peuple camerounais, ultimement, peuple camerounais espérant, qui aura été récompensé dans sa patience. Oui, je ne demande qu'une chose, que la volonté de ce peuple, qui n'a pas accordé son choix majoritaire au président sortant, soit respectée, et que le candidat qu'il a investi de sa confiance pour assumer les fonctions de président de la République pour le mandat qui va s'inaugurer bientôt soit établi dans sa victoire par le Conseil constitutionnel. Et ce sera justice. Je vous remercie. Chers compatriotes, vous avez écouté Maurice Kamto. Et la question que je vous ai posée tout à l'heure, pourquoi Maurice Kamto est allé devant le Conseil constitutionnel, devant des magistrats corrompus, en sachant bien sûr qu'il ne pouvait pas obtenir gain de cause? Maurice Kamto a saisi une opportunité, une chance. Et je pense que le régime le regrette terriblement aujourd'hui d'avoir diffusé cela à la télévision. Maurice Kamto a saisi l'opportunité. C'est une tribune idéale pour s'adresser aux Camerounais, pour qu'il y ait un réveil de conscience. Maurice Kamto est allé devant le Conseil constitutionnel pour éduquer les masses populaires
Et vous, rappelez-vous très bien, et beaucoup de Camerounais dont témoignage, c'est depuis ce jour-là que les Camerounais se sont levés. Ils ont dit qu'ils ne s'asseoiront plus jamais jusqu'à ce que leur pays soit libéré. C'est ce jour-là. Mais certains bien pensants du régime nous laissaient croire qu'on va diffuser ça à la télé, ça va changer quoi, puisque, et même certains même qui ne croient plus à rien du tout, puisque quand 3 ans de dictature, c'est aussi très long, ok, c'est très compliqué. Certains Camerounais disaient que ah, il va là-bas, mais ça va changer quoi, ça ne va rien changer. Vous avez vu que ça a été un moment charnière, un moment historique. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Mais pourquoi? Parce que Maurice Kamto a fait un travail de fond. Quand Maurice Kamto dit, il faut que les Camerounais acquièrent des connaissances politiques. Il faut que les Camerounais soient politiquement prêts au changement. C'est ainsi qu'il a adopté une approche pédagogique, éduquer les masses populaires, éduquer tous les strates de notre société, tous les composants de notre société, pour que les Camerounais aient une vision politique bien élaborée, que les Camerounais ne fassent pas d'erreur comme ce que nous avons vu au Gabon voisin, où le peuple a pensé à un moment donné avoir obtenu le changement alors qu'il n'en était rien. Il faut un changement au Cameroun, ça doit être un changement voulu par les Camerounais, un changement durable et permanent. C'est pour ça que Maurice Kamto n'est pas obsédé par la présidence. Il dit toujours que ce n'est pas écrit sur mon front président de la République. Il ne veut pas avoir au pouvoir à tout prix, à tous les prix. Ça, ce n'est pas son obsession. L'obsession de Maurice Kamto, c'est que ses idées triomphent. Il le dit toujours. Je peux me battre et je ne deviens pas président de la République, mais si mes idées devraient triompher avec quelqu'un d'autre, alors j'aurais gagné. Parce que Maurice Kamto se bat pour qu'un état de droit s'instaure au Cameroun. Oui, c'est un état de droit où les libertés sont respectées. Je veux dire, c'est un pays qui fait beau vivre, où les Camerounais vaquent à leurs occupations, où ils ont du boulot, ils peuvent fonder leur famille. C'est ce genre de pays-là que nous voulons tous, dont nous rêvons tous, chers compatriotes. Donc, Maurice Kamto, quand il va devant le Conseil constitutionnel, c'était pour réveiller l'orgueil des Camerounais et leur sensibilité. Parce que les Camerounais, le plus souvent, ne s'indignent pas face à la douleur des autres. Mais il fallait que Maurice Kamto aille là-bas marquer par sa présence, je veux dire par sa présence, marquer l'histoire. Maurice Kamto est là-bas pour envoyer un signal fort aux Camerounais. La résistance a commencé devant le Conseil constitutionnel et cette résistance continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne prendra jamais fin tant que nous avons des dictateurs au pouvoir. Le dictateur au pouvoir, ça ne prendra jamais fin. Donc vous voyez, même aujourd'hui, Elecam, c'est la même chose. Hein? Pourquoi Maurice Kamto va devant Elecam pour dire qu'il faut rendre public et il faut respecter l'article 80 du code électoral, alors qu'on sait bien sûr qu'ils ne vont pas le respecter? Parce que les Camerounais vont se sentir davantage frustrés. Et ces frustrations vont se converger jusqu'à la libération du pays. Et rassurez-vous, cela va être en 2025. Le peuple camerounais aujourd'hui est à bout. Le peuple camerounais veut récupérer, veut avoir une bouffée d'oxygène, veut respirer un tout petit peu, veut prendre un peu, veut sortir la tête de l'eau. Et ce n'est qu'avec le procès Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto a montré de bout en bout comment ce régime. Aujourd'hui, quand on fait éruption chez vous pour vous arrêter, même si ces gens-là ne respectent rien du tout, ils ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas les textes de la République, mais quand quelqu'un fait éruption aujourd'hui chez vous pour vous arrêter, vous lui demandez toujours, avez-vous un mandat d'amener, ou bien il vient pour vous perquisitionner, avez-vous un mandat de perquisition? Maurice Kamto a éduqué les Camerounais, parce que nul n'est censé ignorer la loi, dit-on, mais qui avait appris cela au peuple camerounais? Maurice Kamto a, à travers ses actions, éduqué les Camerounais, même sur le nationalisme camerounais, même sur le panafricanisme. Parce qu'un bon panafricain doit d'abord être avant tout un nationaliste, comme on le dit souvent. Donc, il faut que les Camerounais puissent acquérir des connaissances politiques élaborées, puissent s'inscrire dans cette dynamique du changement. Et quand ils vont atteindre la maturité politique, ils vont se libérer.
Maurice Kamto, ce n'est pas pour lui une obsession, mais il ne va pas aussi croiser les bras, hein, laisser les autres continuer à vivre comme des princes, détourner l'argent public, vivre dans l'opulence, dans la gabégie. On ne veut pas accepter ça. Maurice Kamto a dit en 2025, ça ne va pas se passer comme dans les années antérieures. Non, ça ne va pas se passer. Maurice Kamto a dit Maurice Kamto a sifflé la fin de la récréation. C'est terminé. C'était un moment historique devant le Conseil constitutionnel et Maurice Kamto a marqué les esprits. Depuis ce jour, tous les Camerounais parlent politique, femmes comme hommes, vieux comme jeunes, je vais dire tout le monde, intellectuel comme non intellectuel. Les Camerounais sont préparés, ils ouvrent des oreilles, ils prennent une oreille attentive à chaque sortie de Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto sort pour adresser des problèmes ponctuels les Camerounais sont là, ils répondent. Et les Camerounais sont prêts. Ils sont prêts. Au signal de Maurice Kamto, toutes les rues du Cameroun seront pleines. Et ce régime le sait. Ça ne va plus se passer comme en 2018. C'est terminé tout ça. C'est terminé. Le régime a commis des erreurs, je vais dire de bout en bout. Beaucoup d'erreurs. D'abord, en diffusant cette plaidoirie de Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel. Première erreur. Deuxième erreur, quand ils ont arrêté Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto a fait la prison. Puis il a gagné en popularité entre-temps. Troisième erreur. Quand ils assiègent au domicile de Maurice Kamto, on le bloque. Quatrième erreur, ils bloquent Maurice Kamto à l'hôtel. Et cinquième erreur, et le régime ne fait que continuer avec des erreurs. Avec des erreurs, ils refusent de publier la liste des institutions électorales. Et puis, ils violent les lois de la République, puis Maurice Kamto les adresse pour que tous les Camerounais découvrent la vérité. Beaucoup de Camerounais ne savaient pas ce que ça veut dire l'article 80 du code électoral. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de lire. Beaucoup de Camerounais ne savaient pas ce que ça veut dire tout mandat impératif est nul. Les Camerounais ne savaient pas. Aujourd'hui, on dit ah bon, donc c'était ça, donc Maurice Kamto peut être candidat. Ah, on ne savait pas que Maurice Kamto pouvait être candidat. On dit que non, parce qu'entre-temps, le MSC qui n'avait pas d'élus a aujourd'hui des élus en son sein. Parce que depuis 2020, beaucoup ont démissionné, beaucoup d'élus ont démissionné des autres partis politiques et ont intégré le MSC en gardant leur titre d'élu. Et par conséquent, Maurice Kamto aujourd'hui peut être candidat aux élections présidentielles en tant que président du MSC. Parce que en son sein, dans le MSC, aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus qui émanent des élections municipales et législatives de 2020. Parce que quand tu démissionnes d'un parti, tu gardes ton titre. Et c'est comme ça que ça a été. Il y a la jurisprudence à la matière, ça s'est passé par le passé. Mais aujourd'hui, les Camerounais sont en train de découvrir parce qu'on explique, c'est le B à bas. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous trouvez les Camerounais qui expliquent. Donc, vraiment, il y a une convergence d'idées dans ce sens-là pour sensibiliser, pour éduquer les masses populaires. Et c'est une bonne chose, chers compatriotes. Nous devons continuer. Maurice Kamto va devant le Conseil constitutionnel en sachant que les gens là ne les écoutent même pas, que les gens là ont déjà décidé. Mais Maurice Kamto, il va quand même. Devant le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto a en profité de cette tribune pour adresser le problème anglophone. Parce qu'il y avait la guerre dans les régions nord et sud-ouest. Même Maurice Kamto est allé aux élections présidentielles, mais parce qu'il y allait pour devenir président de la République et mettre fin à cette guerre fratricide. Maurice Kamto a en profité de cette tribune pour adresser ce problème-là. Et ça avait résonné fortement dans les oreilles des gens, et même à l'échelle internationale, parce que c'est une guerre qui n'est, je vais dire que c'est une guerre qui passe sous silence, alors que les gens meurent tous les jours, alors qu'il y a beaucoup de déplacés, beaucoup de familles ont quitté ces régions pour se retrouver au Nigeria voisin ou bien dans différentes villes du Cameroun. Maurice Kamto. Donc, vous voyez que Maurice Kamto est là pour améliorer la vie des Camerounais avec le peu de ressources qu'il peut avoir. Puis ce n'est pas en devenant président de la République. Il faut déjà démontrer par des faits probants
aujourd'hui, sans encore être aux affaires, que tu ferais un bon président de la République, un grand président de la République. Et Moïse Kamto le fait si bien. Que ce soit chaque Camerounais qui est victime d'injustice aujourd'hui reçoit le soutien de Moïse Kamto. Que tu sois militant du RDPC ou bien que tu sois membre du RDPC, du gouvernement, Moïse Kamto soutient tous les Camerounais qui peuvent endurer des injustices. Parce qu'il dit toujours qu'il faut éteindre le feu quand la maison du voisin prend l'incendie, prend feu. Il faut éteindre ce feu-là. Parce que ce feu-là va se propager, va se diffuser jusqu'à ton domicile. Mieux vaut en ce moment éteindre le feu. C'est ça qu'on appelle faire corps autour des valeurs, des principes de notre société. C'est ça être un être humain, c'est ça être un humaniste. C'est ça démontrer par des gestes d'amour, des actes d'amour que tu aimes ton compatriote. C'est pas quand il va tomber que tu vas aller commencer à mettre des gerbes de fleurs. Non. Quand vous écoutez Moïse Kamto dire, si je tombe demain, reprenez le flambeau et continuez la lutte. Parce que Moïse Kamto n'est pas obsédé par la présidence. Sa vision est beaucoup plus grande. Il a plutôt une ambition, une vision, qui est celle de positionner notre pays dans le Conseil des Nations, de le hisser plus haut, pour que nous soyons prêts à la mondialisation, pour que nous soyons prêts à faire face à la compétitivité internationale, aujourd'hui qui est très rude. C'est l'idée de Moïse Kamto. Redresser son pays, lui redonner des institutions fortes et crédibles, donner le travail aux Camerounais, parce qu'aujourd'hui il y a un chômage de masse. Moïse Kamto, c'est pas pour cela, c'est pas pour autre chose, chers compatriotes. Je m'arrête à ce niveau. Partagez ma sur cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.